Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la magnifique abbaye de Fontevraud à l'occasion de la 9e édition de la Global Conférence dans le cadre d'En ligne pour ta planète. Tout ça est un peu compliqué, mais c'est en fait assez simple. On va recevoir une vingtaine d'intervenants de la Global Conférence en tête-à-tête ici pour vous, internautes qui n'avez pas le privilège d'être ici avec nous. Et donc, nous sommes absolument ravis de commencer le feu, si j'ose dire, avec Brice Lalonde. Bonjour Brice Lalonde. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, ancien ministre de l'Environnement et actuellement, je dois mettre mes lunettes parce que c'est un peu compliqué, vous êtes conseiller spécial pour le développement durable dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies. Bravo. Alors, vous allez exactement. déjà nous expliquer un peu tout ça. Conseiller spécial développement durable, on voit à peu près, mais Pacte mondial des Nations Unies, qu'est-ce que c'est? Alors le pacte mondial en anglais c'est le Global Compact, c'est un organisme spécialisé des Nations Unies qui fait l'interface entre le monde des entreprises et le monde des Nations Unies. Pour être simple, les Nations Unies demandent aux entreprises, est-ce que vous pouvez nous aider à atteindre les buts que la collectivité internationale s'est fixée. Alors par exemple, est-ce que vous pouvez nous aider à lutter contre le changement climatique? Par exemple. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire la promotion des femmes au sein du monde du travail? Pouvez-vous nous aider à lutter contre la corruption, enfin, etc. Donc voilà. D'accord, très bien. Et donc vous partagez entre New York et le reste du monde, ou un peu Paris quand même Alors Paris maintenant prend de l'importance puisque l'année prochaine nous aurons cette conférence sur le climat dont on espère qu'elle trouvera le successeur au protocole de Kyoto. Et justement, on va enchaîner, c'est pas prévu, mais vous me faites une magnifique transition avec la première question d'Hubert qui nous demande: les négociations sur le climat, Copenhague, Cancun, etc., échouent les unes après les autres. Pour quelles raisons majeures selon vous, et peut-on encore être optimiste à ce sujet et donc pour la conférence de Paris? Alors pour quelle raison majeure? La raison majeure, c'est que les Nations Unies ou les États n'ont pas pour vocation de défendre la planète, mais uniquement de défendre leur peuple. Et d'ailleurs, même les États ont été créés pour défendre leur peuple contre les autres peuples. Ce qui fait que c'est assez compliqué tout d'un coup de leur demander est-ce que tu peux défendre la planète aussi. Donc défendre des intérêts du paysan du Mozambique, du pêcheur de tel endroit, etc. Alors il faut se mettre dans cette optique-là. Ils n'y arrivent pas, les États. Il faudrait qu'il y ait un Nelson Mandela du climat. Et les Nations Unies, comme leur nom l'indique, c'est les nations unies, c'est pas la planète unie. Et donc, je pense que le grand problème, c'est que nous n'avons pas encore les institutions pour défendre la planète et les problèmes planétaires. Parce que les problèmes planétaires, c'est un peu neuf. Avant, la planète, elle se débrouillait très bien. Les hommes n'étaient pas assez puissants ou nombreux pour la mettre en danger. Aujourd'hui, voilà. Donc les hommes ont une nouvelle responsabilité et la politique doit s'y mettre. Et on doit inventer des institutions planétaires. Bon, maintenant, ça avance quand même un petit peu. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Il se passe un peu quelque chose. Et donc Paris, vous pensez qu'on va franchir un palier ou ça va encore être une déception? Alors, il ne faut pas en attendre la Lune, voilà, c'est ça le truc. Mais je pense qu'on va parvenir à un accord. Pourquoi? Parce que pour la première fois, les États-Unis veulent un accord. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, le président Obama a dit qu'il allait obliger les centrales à charbon à réduire leurs émissions de 30%, c'est quand même énorme, donc ça c'est quand même formidable. Et puis les Chinois aussi ils veulent un accord parce qu'ils sont complètement submergés par la pollution. Et donc ils se disent, bon, c'est le moment de passer à un accord. Bon, alors voilà. Et puis en principe, le mandat des négociateurs, c'est que cette fois-ci, tous les États du monde ont quelque chose à faire et doivent participer à l'accord. Alors que Kyoto, c'était uniquement les pays riches du XXe siècle. Ben, voilà, donc, oui, on devrait avoir un accord. Est-ce qu'il réglera le problème? C'est la question. Très bien. Une question de Julia maintenant. Comment convaincre les multinationales d'agir en faveur du climat? Faut-il prévoir des sanctions ou au contraire des incitations? Et qu'est-ce qui vous paraît le plus efficace? Est-ce que les entreprises sont les plus grands pollueurs ou pas vraiment finalement? Non. De mon point de vue, non. Ce sont les États qui sont largement responsables. Les multinationales, si vous voulez, d'abord, elles ont un avantage sur les États, elles sont multinationales précisément. Donc elles n'ont pas cette contrainte des élections, les électeurs, tout ça. Elles voient le monde beaucoup plus que nos gouvernements qui ne voient que leur propre pays, si vous voulez. Et alors les multinationales, elles disent, bah écoutez, ou toutes les entreprises d'ailleurs, elles disent, nous on veut bien lutter contre le changement climatique, mais alors prenez les décisions qu'il faut. Alors je donne un exemple. Dans beaucoup de pays, on subventionne le carburant pour les voitures, ou on subventionne le carburant pour les pêcheurs, ou je ne sais quoi. Et on subventionne, si vous voulez, les combustibles fossiles. Or, les combustibles fossiles sont le principal responsable du changement climatique.
Donc si vous commencez à donner de l'argent pour que l'essence soit moins chère, ou le charbon soit moins cher, ou le gaz soit moins cher, les multinationales, elles ne vont pas faire de l'énergie solaire. Elles vont dire, je ne vais pas me suicider. Donc si vous voulez, la première chose à faire, c'est ne pas subventionner les combustibles fossiles et mettre un prix au carbone. Mettre un prix au carbone, ça veut dire que si vous envoyez du gaz carbonique dans l'air, c'est une pollution, il faut être puni, si je puis dire, il faut une amende ou il faut un prix au carbone. Très peu de pays l'ont fait, il n'y a que l'Europe qui l'a fait. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises disent, pourquoi nous en Europe, on doit payer pour ça et pas mon concurrent direct en Chine. Donc si vous voulez, voilà la question des entreprises. Elles sont toutes prêtes à faire des choses à condition que les gouvernements ouvrent la porte, ouvrent la clé, parce qu'elles ont beaucoup de solutions, bien sûr. D'accord. Question de tram. L'échéance de 2015 revient souvent dans les communications de l'ONU comme point de référence pour faire le point des avancées en termes, j'imagine, d'objectifs de développement durable. Oui. Pourtant, la recrudescence des zones de guerre depuis Rio 2012, donc la Centrafrique, l'Ukraine, la Syrie, enfin l'Ukraine, il ne faut peut-être pas exagérer non plus, c'est pas vraiment une guerre ouverte, mais bon, depuis Rio 2012, n'a-t-elle pas refroidi les ardeurs en termes de projets de réduction de la mortalité infantile et de la pauvreté de masse? Là, on a quitté un petit peu le domaine du climat. Non, mais c'est vrai qu'en 2015, il y a un rendez-vous très important aux Nations Unies, parce qu'il y a à la fois la question du climat à Paris, mais sous l'égide des Nations Unies, et puis il y a aussi les objectifs du millénaire. C'est-à-dire qu'en l'an 2000, les Nations Unies avaient inventé quelque chose de pas mal, qui étaient les objectifs du millénaire pour le développement. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté? Et entre nous, ça a marché pas mal. Oui. Et d'ailleurs, dans les 30 dernières années, en Chine, au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud, des millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Donc il y a eu quand même pas mal. Bon, alors simplement, à Rio en 2012, on a décidé qu'il n'y aurait pas simplement des objectifs pour lutter contre la pauvreté, mais pour toute l'humanité. Et c'est en train d'être négocié en ce moment à New York, pas facile. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur 10 à 15 objectifs pour l'humanité tout entière? Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, c'est assez passionnant. Mais c'est évident que la première condition pour se développer, c'est la paix. Ça, c'est sûr. Alors ça, comment on fait? Les pauvres Nations Unies, elles n'ont que les moyens que les nations leur donnent, le Conseil de sécurité et autres. Il y a pas mal de casques bleus un petit peu partout dans le monde, et ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est sûr qu'il y a énormément de conflits, que c'est une question extrêmement préoccupante, surtout dans les continents où les États sont le résultat de quelque chose d'historique, plus ou moins, mais c'est pas vraiment stable. Regardez ce qui se passe au Mali, il y a des tendances sécessionnistes partout, enfin, c'est pas quelque chose de facile. Mais si vous regardez l'histoire, même en Europe, tous les 100 ans, les frontières changent. Et vous pensez que l'insécurité internationale a augmenté depuis 2012 ? Vous partagez l'opinion de cet internaute ou je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit, puisque naguère, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait la guerre froide, donc il y avait une espèce d'ordre. Ouais, c'était un ordre. Il y avait les gendarmes là, bon. Et puis maintenant, ça y est, c'est multipolaire, il n'y a plus de patron, comment ça se passe? Donc en effet, c'est très difficile, mais vous avez des tendances plus fortes que les autres. Vous avez un mouvement djihadiste, vous avez un continent ou une certaine partie du continent qui se cherche chez l'Afrique, vous avez des risques de guerre, puisque maintenant des grands pays émergents comme la Chine commencent à s'armer et demandent que les îles du Pacifique soient à elles. Enfin bon, donc c'est vrai qu'il y a des facteurs de tension, mais enfin, bon, ça a toujours existé. Très bien. Question de Gigi. Pensez-vous qu'il sera possible un jour de mettre en place un traité obligeant les États à s'engager contre le réchauffement climatique? Réponse non. Un traité, c'est compliqué. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'État mondial. Il n'y a pas de gendarme mondial. Donc, pour forcer un État à faire quelque chose, pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Vous êtes dans un monde, comme on dit dans le langage diplomatique, qui vient du traité de Westphalie, Les États sont le principal acteur de la communauté internationale. Avant, il y avait des monastères, il y avait des moines, des ordres monastiques, il y avait tout ce que vous voulez, des empires. Maintenant, c'est les États. Bon, et alors les États, ils n'ont pas de patron pour l'instant. Il n'y a pas de maître aux États. Il n'y a que des traités où les États volontairement acceptent de perdre une partie de leur souveraineté sur tel ou tel sujet. Mais regardez ce qui se passe même en Europe en ce moment, c'est pas si simple. Et l'Europe était le seul endroit du monde après la Seconde Guerre mondiale où il y a eu un semblant de supranationalité. Et pas facile. Oui, pas vraiment facile, non, effectivement. Question d'Anna67. Que pensez-vous des lobbies économiques qui continuent de contester le fait que le réchauffement climatique serait d'origine humaine? Alors les lobbies en question, pour l'essentiel, étaient situés aux États-Unis. Ce sont les grandes compagnies pétrolières, si vous voulez.
Mais enfin, ils ont perdu, hein, cela. Parce que même une compagnie comme Exxon, qui était réputée pour ne pas se préoccuper beaucoup du changement climatique, maintenant intègre dans sa stratégie un prix fantôme, comme ils disent, un prix au carbone. C'est-à-dire qu'ils disent ça va forcément nous tomber dessus, mettons tout de suite notre propre amende hein, dans nos stratégies et nos plans, et le carbone, en réalité, ça va nous coûter cher, donc évitons ce risque-là. Donc ça a beaucoup changé déjà, si vous voulez. Mais il y a toujours des gens qui disent que la Terre est plate, hein, qui se réunissent je ne sais pas où, enfin bon, ça existe toujours. Et puis le problème aux États-Unis ou dans certains pays, c'est que les entreprises ont le droit de financer les campagnes électorales. Ce qui n'est pas le cas chez nous en France. Et je pense que nous avons raison. Oui, donc leur lobbying continue d'être très actif. C'est sûr. Question de Granola. Vous êtes récemment déclaré favorable à l'exploitation du gaz de schiste après avoir défendu le nucléaire. Pouvez-vous, dans les grandes lignes, justifier ces prises de position? Alors le gaz de schiste, non. J'ai dit que j'étais pour la recherche. Parce que je ne sais pas. Je ne sais même pas si on en a en France. Je ne sais rien. Et je ne sais pas si on peut trouver des techniques propres d'exploitation. Donc oui, je suis pour la recherche. Pour moi, être contre la recherche, c'est obscurantiste. Donc, vous voyez, je suis pour la recherche. Quant au nucléaire, le nucléaire en France, nous avons 55 réacteurs qui ne produisent pas de gaz carbonique. Et donc, c'est grâce à ces réacteurs nucléaires que la France est un des pays qui envoie le moins de gaz, de polluants, si vous voulez, par habitant. Donc, pour moi, je ne sais pas comment on peut s'en passer. Voilà. Alors, donc, vous savez, dans la vie, je pense qu'il faut choisir le moindre mal. Voilà, entre le changement climatique. Le changement climatique, peut-être que personne n'est vraiment au courant. Vous savez, la mer monte en ce moment de 3 mm par an. Et ça ne fait que s'accélérer. C'est-à-dire qu'à la fin du siècle, avec le charbon, c'est le charbon le principal coupable, c'est bien plus dangereux que le nucléaire, si vous voulez. Eh ben, vous allez avoir des millions de déplacés et des conflits de tous les côtés. Sans compter les tornades, c'est vraiment effrayant le changement climatique. Donc, si vous voulez, pour moi, on choisit pas forcément ses alliés. Eh ben, le nucléaire est sans doute un allié, ou le temps qu'on passe peut-être au solaire dans 50 ans ou 100 ans, parce que mettre tout au solaire, c'est assez compliqué, il faut le faire, on ne sait pas stocker l'électricité. Donc en attendant, on a une technique, elle est dangereuse, oui c'est sûr, il faut faire attention. Mais donc je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Voilà, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Donc je mesure mes mots. Hein. Oui, donc vous êtes extrêmement pragmatique en fait. Oui. Question de Fred. Pourquoi avez-vous décidé de vous retirer de la vie politique? N'auriez-vous pas pu travailler efficacement pour une autre vision de l'écologie? Oui, ben il a raison, celui qui me pose la question. Mais parce que si vous voulez, la politique c'est un métier au bout d'un certain temps, dont l'objectif principal, c'est de préparer la prochaine élection. Donc, vous passez votre temps à ça, et vous finissez par oublier pourquoi. Vous finissez par oublier l'écologie. Vous êtes là, obsédé par la prochaine élection. Pour gagner la prochaine élection, il faut que je crée un parti. Pour créer un parti, il faut que je trouve des candidats, des gens. Il ne faut pas que ce soit des idéalistes trop, ils vont se faire battre. Donc, il faut qu'ils sachent comment la combine. Il faut qu'ils aillent dans les bistrots pour serrer les mains, pour dire « je suis le meilleur ». Etc. C'est une affaire tellement, si vous voulez, absorbante, que vous finissez par devenir mauvais, à mon avis. Vous devenez une mauvaise personne, quoi. Vous ne pensez qu'à ça et vous oubliez l'écologie. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est l'écologie, plus que la politique. J'ai essayé de faire de la politique pour l'écologie, mais maintenant c'est vrai, je regrette, parce qu'il y a des moments où je me dis, oh là là, quand même, s'il y avait des politiques un peu meilleurs, je ne voudrais pas être trop... Pas de forfanterie. Est-ce que vous considérez que l'écologie politique en France a suivi la voie que vous indiquez, c'est-à-dire c'est un peu politicardisé? Oui, c'est politique. Regardez, là, j'ai appris qu'on avait proposé au Vert un très grand ministère, la place de numéro 2 dans le gouvernement, et en plus ils ont cet accord historique à préparer l'année prochaine, et ils disent « Ah non, je ne veux pas ». Ça, je ne comprends pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'en effet, justement, c'est ça le risque. On s'occupe plus de politique et on oublie pourquoi. On oublie l'objectif principal. On perd de vue son objectif principal. Exactement. Question de Manolo, justement, sur tous ces sujets-là. Quel est votre regard sur la politique environnementale du gouvernement actuel? Là, on quitte les écologistes et on parle du gouvernement globalement en France. Franchement, je ne sais pas. Ouais. Franchement, je ne sais pas. Si vous voulez, il y a Madame Royal, maintenant, qui est au gouvernement, qui s'y connaît. Donc, a priori, je fais confiance, je ne sais pas, il faut voir. Hein. Mais je crois que la grande difficulté pour l'instant dans le gouvernement, c'est qu'il a annoncé une transition
mais il n'a pas beaucoup de moyens de la faire, on ne sait pas très bien ce que c'est. Le gouvernement se débat dans des difficultés économiques qui sont très réelles, avec un chômage extrêmement important. Et donc, pour moi, la tâche de l'écologie en ce moment, ou de la politique de l'environnement, c'est de créer des emplois. C'est de montrer justement en quoi un virage écologique crée beaucoup d'emplois, une nouvelle activité, une nouvelle perspective. Donc on l'attend un peu là-dessus, quoi. Et puis une dernière question, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans un rassemblement comme celui de la Global Conférence aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que les organisateurs parlent du fait que des acteurs d'horizons très divers se rencontrent, discutent et parlent de sujets dont ils n'ont pas l'habitude de parler ensemble? Est-ce que c'est ça qui vous intéresse, vous, particulièrement? J'aime convaincre. Oui, ça se voit, ça s'entend. Voilà, j'aime convaincre, et puis j'aime bien rencontrer des personnes intéressantes qui font des tas de choses. On apprend des tas de choses. À chaque fois, on apprend, si vous voulez. Et puis c'est un lieu magnifique. Donc ça, à la fois venir ici, dans ce magnifique endroit, discuter avec des gens intéressants et essayer de les convaincre. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ces 20 minutes. C'était passionnant. Merci beaucoup et bonne conférence alors. Merci.